Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la Cour suprême pour un entretien exclusif avec le procureur général de la Cour suprême, Mamoudou Timbo, qui nous reçoit aujourd'hui pour parler des dossiers qui sont à leur niveau ici pour traitement de grands dossiers qui défraient la chronique aujourd'hui et qui font la une des journaux. Qu'en est-il exactement? Nous allons le demander tout à l'heure au procureur général pour plus de détails. Alors, monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir, madame. Beaucoup de dossiers sur votre table aujourd'hui qui défraient la chronique. La nature est diverse selon les cas. Vous avez quel type de dossier traité à la Cour suprême? Voilà, merci madame pour cette question importante. Depuis 2021 jusqu'à maintenant, donc nous sommes dans une tranche de 3 années. Et les dossiers qui ont défrayé la chronique sont des dossiers connus. Et à commencer par le dossier dit de l'avion présidentiel et le dossier des équipements militaires. C'était des marchés qui ont été attribués pour un montant de 69 milliards, n'est-ce pas? Bon, mais compte tenu du comportement de ceux qui étaient chargés d'exécuter ces contrats de marché-là, il y a eu violation de la loi. C'est la même chose que pour l'achat de l'avion présidentiel. Figurez-vous qu'à un moment donné, quand on est la parole aux hautes autorités pour dire à combien a coûté l'avion présidentiel, souvent on parle de 17 milliards, souvent on parle de 19 milliards, souvent on parle de 20 milliards. Mais le travail de la justice, n'est-ce pas, va consister à donner la bonne information par rapport au prix, au coût de l'avion présidentiel. Est-ce que ce qui a été dépensé par rapport à ce qui est prévu par le contrat, n'est-ce pas, a amené les gens à s'enrichir sur le dos de l'État? Parce qu'en existant les marchés publics, il y a des règles de la comptabilité publique. Il y a d'abord, pour les contrats de marchés publics, le code des marchés publics qui institue un certain nombre de contrôles. Parce que l'élaboration des contrats de marchés publics, de même que leur exécution, mettent en œuvre les deniers publics, souvent de plusieurs milliers de francs CFA. À cette occasion, les responsables qui sont chargés d'exécuter le contrat peuvent se faire les poches, détourner de l'argent au détriment de l'État. Alors que le contrat de marché doit s'exécuter dans le cadre de la loi, du respect strict de la loi. Les estimations provisoires que nous avons, c'est 56 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, d'atteinte aux deniers publics au détriment de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Il y a ce qu'on appelle le dossier Paramount. Là aussi, c'est des équipements militaires qui devaient être livrés au Mali, du matériel roulant par une société sud-africaine. On a livré, mais il y a 3 milliards de francs CFA d'atteinte aux biens publics au détriment de l'État. Le dossier qui défraie présentement la chronique, c'est le dossier des technologies à fin de sécurité aéroportière. C'est cette affaire qui préoccupe surtout présentement, qui est d'actualité, qui préoccupe la presse nationale. Il s'agit d'une affaire qui est née suite à la conclusion d'un contrat de fourniture de prestations de technologie, un contrat qui a été consenti à une société étrangère qui a de la haute technologie par rapport au contrôle à faire au niveau de la circulation des personnes au sein de nos aéroports, n'est-ce pas? Donc il faut contrôler les voyageurs, il faut contrôler les documents de voyage. Les documents de voyage, il y a un autre contrat par rapport au passeport biométrique, n'est-ce pas? Et là, sur ce contrat, on a dit que l'État doit gagner 33% sur le prix des passeports
qu'on collecte, le prestataire gagne la différence dans 100%, l'État gagne 33%. Maintenant, pour cette technologie qu'on a accordée à cette société étrangère en 2016, n'est-ce pas, qui permet de contrôler l'identité des voyageurs, aussi bien à l'aller qu'au retour, sur les aéroports du Mali, n'est-ce pas? Donc cette haute technologie a été apportée par le partenaire étranger, moyennant un financement qui doit être produit sur la base des retenues sur les billets d'avion. Donc sur les 100%, toutes les négociations techniques ont abouti à dire il faut que le prestataire puisse financer ses prestations. Donc on a consenti 75% pour le prestataire et l'État gagne 25%, donc on a un total de 100%. Qu'est-ce qu'on a constaté après? Dans le même contrat, on a fait disparaître la page qui mentionne que l'État doit gagner 25% de la résidence sécurité. Donc de 2017 à la date du 31 décembre 2022, l'État a été privé de percevoir les 25%. Donc, quand on additionne toute cette perte au détriment de l'État, on a à peu près 8 milliards. Où est allé cet argent? On l'a détourné. Ceux qui l'ont détourné, c'est la justice est aux trousses de ces gens, n'est-ce pas, qu'on a détecté comme étant à l'origine de cette altération de la vérité dans le contrat, ce qu'on appelle les faux en agriculture, le fait d'altérer, de faire disparaître la part de l'État. Donc ces gens, ils ont bien calculé leurs coûts. C'est nous qui avons amené les partenaires étrangers au Mali et nous n'allons pas nous en sortir les mains vides. Il faut qu'on gagne quelque chose. Donc ces gens se sont appropriés la part de l'État. Une lettre anonyme a été adressée au ministre de la Justice pour dire que nous sommes au courant de cette affaire-là. Au départ, c'était 25% de l'État, mais aujourd'hui, nous constatons que l'Agence nationale de l'aviation civile est chargée de collecter cette résidence sécurité. Elle verse les 100% aux partenaires étrangers, mais l'État, les 25%, personne n'en parle, l'État ne gagne rien. Donc le ministre de la Justice a donc saisi le procureur anticorruption pour faire la lumière sur cette affaire. Et donc une enquête de police a été menée et un procès verbal d'enquête a été produit. Et puisque c'était le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile qui était porteur du dossier dans cette affaire-là pour introduire en conseil des ministres, donc les enquêtes ont commencé par ce département ministériel. La personne en charge qui était en poste en 2017 a été interpellée et maintenant elle fait l'objet d'instructions préparatoires au niveau de la Cour suprême, puisque c'est le privilège de juridiction quand les ministres sont impliqués en raison de leur qualité. Donc la loi a dit que c'est au niveau de la Cour suprême que l'instruction préparatoire doit se faire, y compris leurs complices, même s'ils n'ont pas la qualité de ministre, parce que le dossier c'est un tout. Donc on a interpellé les 3 ministres qui étaient impliqués dans l'exécution de cette... d'abord la signature du contrat, la signature des décrets qui sont à la base du contrat, et ensuite le ministre qui était chargé d'assurer le suivi et l'exécution du décret qui accorde, qui approuve un contrat au profit de ses partenaires étrangers. Ces anciens ministres sont placés sous mandat de dépôt aujourd'hui? Sous mandat de dépôt, sauf ceux qui en sont en fuite, qui sont en dehors du Mali. Il y en a qui sont en fuite? L'ex-ministre des Finances à l'époque
Il est en dehors du Mali, donc on a lancé un mandat d'arrêt contre lui, mais ces ministres qui sont à notre niveau, il y a un qui a été placé en détention provisoire, au moyen d'un mandat de dépôt, et les autres, le juge d'instruction a estimé qu'on peut les placer sous contrôle judiciaire. Il y a du secret à préserver, il y va de la dignité et de l'honneur, la considération des personnes poursuivies, il y va de l'efficacité recherchée par le travail de la justice. Donc, si d'aventure, ce que nous faisons comme travail professionnel était étalé sur la place publique, il y a de fortes chances que beaucoup de choses en termes de preuves vont nous échapper, et là nous allons vers des résultats vains. Notre travail ne va rien donner. Pourtant que les dossiers sont en cours de traitement, la Cour suprême n'a pas droit à donner de l'information tout à l'heure. Pas l'identité des personnes, parce que les personnes bénéficient de la présomption d'innocence. On ne peut pas les traiter comme si d'entrée, à l'entame même du procès pénal, ils sont coupables. Non. Il y a tout un processus pour arriver à la culpabilité. En attendant, on préserve les droits de la défense. Ça, ce sont les principes directeurs du procès pénal. Est-ce qu'on pourra s'attendre à d'autres interpellations? Oui, l'instruction préparatoire se poursuit jusqu'à ce qu'on cerne tous les contours de cette affaire-là. Déjà, il y a déjà une dizaine de personnes qui font l'objet d'inculpation. L'information judiciaire a été ouverte à l'égard de cette dizaine de personnes, mais il y a 2 personnes seulement qui sont placées sous mandat, les autres sous contrôle judiciaire. Mais donc, puisque les partenaires... Contrôle judiciaire, ça veut dire qu'ils sont libres de leur mouvement? Non, c'est une mesure de sûreté, comme la loi l'a dit, pour que, une fois de plus, les besoins de l'instruction préparatoire et l'instruction judiciaire nécessitent que on s'assure, on ait l'œil sur les personnes qui font l'objet de poursuites judiciaires. Ils ne sont pas libres de leur va-et-vient, sinon ils peuvent gêner le travail de la justice. Ils ne vont pas faire la prison au titre de la détention provisoire, mais quand même, on va les obliger à se présenter chaque vendredi, chaque mardi, pour qu'on sache qu'ils sont à la disposition de la justice et qu'il y a un certain nombre de mesures qu'ils doivent s'abstenir de faire pour éviter de gêner le travail judiciaire, ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Voilà. C'est une sorte de semi-liberté, quoi. On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interpellées par la justice sur différents dossiers qui ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui que la Cour suprême est en train de poursuivre tous ces gens-là? Est-ce que c'est le temps d'enquête qui a fait qu'il n'y a pas eu de réaction jusque-là? D'abord, qu'il soit bien entendu que aucun juge en matière pénale ne peut œuvrer, travailler en marge de la loi. Tout est encadré par la loi pénale. Le code de procédure pénale fait l'objet des lois portant code de procédure pénale. La loi tient compte de beaucoup de paramètres, beaucoup de considérations. Il y a un équilibrage à faire entre les droits de la personne humaine, qui doit faire l'objet d'interpellation de la part de la justice, le respect de ces droits-là, qui sont garantis, protégés par la Constitution, et les nécessités de l'efficacité du travail judiciaire. Il y a un équilibre à faire. Donc, dans le contexte du Mali, la Constitution a prévu que dès la phase policière du procès pénal, dès que la police commence à vous convoquer, vous pouvez vous présenter avec votre avocat. Parce que tant que si l'avocat est à vos côtés, ça vous rassure,
et ça va éviter que des professionnels puissent commettre des abus par rapport à la bonne application du droit. Donc, quand on quitte la phase policière, on vient devant la phase du juge d'instruction, et c'est au titre du privilège de juridiction que la Cour suprême est impliquée comme acteur de justice, n'est-ce pas, dans le traitement des affaires criminelles. Donc, en raison de la qualité des personnes poursuivies, des ex-ministres, des ministres, donc on a dit qu'ils bénéficient du privilège de juridiction. Et même le nouveau code de procédure pénale, qui est déposé en ce moment sous forme de projet sur le dossier du CNT, notre organe législatif, n'est-ce pas, n'a pas changé la donne, le statu quo. C'est-à-dire que les privilèges de juridiction demeurent, mais on a un peu modifié les modalités d'application. D'accord. Dans vos enquêtes, qu'est-ce qui vous dirige vers un ministre ou un ex-ministre? Ce sont des enquêtes préalables faites par la police qui vous guide, ou bien comment ça se passe? Il y a des indices. On considère que un dossier a fait l'objet d'une gestion au niveau d'un département ministériel. Ce département ministériel était dirigé par un ministre dont le nom est connu à l'époque. C'est ce ministre qui a porté le dossier en Conseil des ministres. S'il y a des défaillances, s'il y a des violations de la loi, sur la base des indices récoltés par les enquêteurs, la première personne à interpeller, c'est celui qui a géré le dossier. C'est aussi simple que ça. Et ces dossiers sont soulevés par qui? Par la Cour suprême? Au départ, pour notre cas, il y a une lettre de dénonciation au ministre de la Justice qui a dit « Attention, il y a eu une violation de la loi parce que le décret a prévu que l'État devait avoir 25% sur la résidence sécurité. Mais de 2017 à maintenant, on récolte les 100% de la résidence sécurité, on reverse aux partenaires étrangers et l'État n'a rien. » Donc, quelque part, quelqu'un a détourné la part de l'État. Le mandat de dépôt dure combien de temps? Vous êtes à quel stade aujourd'hui par rapport au traitement de ces dossiers-là? Les mandats de dépôt en matière criminelle, dans le principe, c'est 1 année, 12 mois, mais renouvelable 2 fois sans qu'on puisse dépasser 3 ans. Donc, pour les nécessités de l'enquête, s'il y a un dossier complexe, on dit 12 mois dans le principe, mais si l'instruction n'est pas terminée, on permet au juge d'instruction de renouveler la détention. Donc 8 jours avant la fin des premiers 12 mois, il faut prendre une ordonnance de maintien en détention. Et le fait 1 fois, 2 fois, maximum, vous ne pouvez pas dépasser 3 ans. Pourquoi tout ce temps pour faire le jugement? Pourquoi ne pas aller au jugement? Ou bien il faut des enquêtes? C'est des affaires complexes. Une affaire qui met en jeu beaucoup de milliards, n'est-ce pas? Et les personnes qui sont soupçonnées, impliquées dans ces affaires-là, sont d'un certain degré de niveau intellectuel, tels qu'ils ne sont pas bêtes. Elles ne sont pas bêtes, elles prennent des précautions pour faire disparaître les traces. Et un ministre, c'est quand même un technocrate, un intellectuel. Il sait depuis qu'il agissait, c'est à quoi il doit s'entendre par la suite si on venait à découvrir. Donc il peut prendre des précautions dès au départ pour faire disparaître les traces, pour rendre extrêmement difficile la découverte de l'infraction. Et à la justice de recouper tout cela? C'est à la justice de faire un travail de fourmi, un travail d'investigation, un travail d'expertise en ayant recours à l'homme de l'art, comme la loi l'a dit. Si vos connaissances connaissent des limites, alors les connaissances techniques, il faudrait recourir à l'homme de l'art, les experts comptables, il faudrait faire intervenir des experts, des auditeurs, pour faire la lumière par rapport à telle gestion comptable, qui mettent en œuvre les règles de la comptabilité publique, les règles du code des marchés publics. Ça, nous sommes des juristes. Mais maintenant, si ça devient extrêmement difficile, si c'est compliqué, il faut recourir à l'expertise. D'accord. Donc, quelle sera l'issue? L'issue possible de la gestion de ces affaires-là,
Ça dépend du type, de la nature des affaires gérées. Si c'est une affaire criminelle, donc les 3 étapes du procès pénal sont connues. L'étape, la phase policière, l'étape de l'instruction préparatoire. Nous sommes à cette étape-ci. Donc, au titre du pluriel de juridiction, nous avons une chambre d'instruction, non pas seulement un cabinet d'instruction composé d'un seul juge. C'est des chambres d'instruction, c'est la loi qui l'a voulu ainsi. Et maintenant, la loi a décidé qu'en matière criminelle, il y a 2 degrés d'instruction préparatoire. Les premiers degrés, nous sommes en ce moment au premier degré. Et les juges ont la charge de faire la lumière sur ces affaires-là en introduisant à charge et à décharge. Tout ce qui peut profiter à la personne poursuivie, il faut voir. Son avocat est là pour signaler, attention, voilà ce qui peut profiter à mon client. Le juge a le devoir d'examiner les bien fondés de ce que la défense dit. Et le ministère public, qui est le procureur, qui a en charge l'action publique pour le compte de la société, n'est-ce pas, il va jouer aussi son rôle pour dire que moi j'ai accusé telle personne, voilà les indices, voilà les charges. Maintenant, la loi a prévu en matière criminelle, quand les faits sont graves, qui sont punis de maximum de 10 ans, n'est-ce pas? Si les faits sont criminels, il faut 2 degrés d'instruction. Après le juge d'instruction, on va devant la chambre d'accusation, qui va faire une sorte de confirmation des charges recueillies par le premier degré d'instruction. Si les charges sont confirmées par la chambre d'accusation, donc on prend un arrêt d'accusation de renvoi devant la chambre de jugement. Donc, vous voyez, ça peut prendre du temps pour des affaires complexes. Si on se précipite, on bâcle, on fait un travail superficiel, le résultat peut s'en ressentir. C'est extrêmement grave, les affaires criminelles. C'est la complexité, la nature des affaires qui fait qu'on est obligé d'aller presque à tâtons. On fait un travail de professionnel, certes, mais on tient compte, en raison des pouvoirs puissants qui sont donnés aux magistrats instructeurs, en raison de la nécessité de faire un procès équitable qui tient compte des droits de la défense, il faut aller, n'est-ce pas, avec beaucoup de circonspection. Ce que vous posez comme acte va jouer sur le reste de la procédure. Si c'est mal fait, si c'est bâclé, alors le jour du jugement en audience publique, on dira que le doute, il y a un doute. Parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas creusé. S'il y a un doute, le doute profite à l'accusé et finalement l'accusateur qui est le procureur, il perd son procès. L'État qui est la victime perd ses sous. Est-ce que c'est ce qui explique la lenteur au niveau de la justice? Parce que les citoyens se plaignent beaucoup à ce niveau. Ils disent que la justice est très lente. Les citoyens ont raison, la justice a raison. Parce que le temps de la justice, les nécessités du travail judiciaire, les impératifs du travail judiciaire veulent que nous ayons vers la manifestation de la vérité avec beaucoup plus d'assurance. Mais le procès pénal, c'est un combat, un cadre de combat entre le procureur et les personnes qui sont poursuivies. Ils se défendent, le procureur vient avec des moyens qui l'enfoncent. Oui, et le juge est là pour arbitrer. Bon, alors, ce travail, ce combat judiciaire-là peut être serré, mais le juge a le devoir de sortir, de faire progresser la procédure. Si vous faites un travail superficiel, de l'à peu près, j'ai dit que vous allez causer du tort à la procédure, à la manifestation de la vérité plus tard. Parce qu'on dira que même il y a un doute, parce qu'on n'a pas creusé comme il faut.
Délai raisonnable quand un citoyen reste, par exemple, en prison jusqu'à 3 ans et la personne est placée sous mandat de dépôt sans jugement. Est-ce que ce n'est pas une violation des droits? Non, au bout de ça, on ne peut pas maintenir en détention provisoire en matière criminelle en dépassant les 3 ans. Non. Soit vous jugez la personne, soit si au bout des 3 ans vous n'avez pas fini votre travail, il faut la libérer. Mais le travail judiciaire doit continuer. Et on peut interpeller une fois de plus la personne qui a été libérée? Mais vous ne pouvez plus la placer sous mandat de dépôt, sauf si c'est des faits nouveaux, pas pour les mêmes faits. D'accord. Le Mali est dans quelle logique aujourd'hui avec toutes ces interpellations? Assainir le service public? En matière de lutte contre la délinquance économique et financière, vous savez qu'il y a une politique, depuis dans le Mali nouveau, il y a une politique intensive, n'est-ce pas, de lutte contre l'impunité en général et de la délinquance économique et financière en particulier. Bon, donc toutes les voies et tous les moyens légaux, tous les leviers prévus par la loi pour que l'État arrive à ses fins doivent être utilisés par les décideurs. Ils ont le devoir de le faire parce que le contrôle de l'action gouvernementale, ça s'est fait au niveau du législatif. On peut interpeller un ministre au niveau du pouvoir législatif pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'est fait dans ce Mali nouveau-là. Nous sommes dans l'impunité. Bon, vous faites mal votre travail, vous ne faites pas du tout votre travail, donc on vous retire notre conscience. Au-delà de l'organe législatif, il y a l'opinion publique aussi qui est là, qui observe le travail. Aujourd'hui, le Mali, on ne peut pas vous confier votre responsabilité et que vous soyez inactif. On va vous le reprocher d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on est en train de faire le procès même des présidents des présidents de la République qui ont été aux affaires au plus haut niveau par le passé. Aujourd'hui, il y aura l'heure de vérité pour chacun d'entre nous. Oui, donc le Mali vit une nouvelle page de son histoire qui commande que chacun fasse preuve de conscience professionnelle, chacun fasse proprement son travail, sinon vous serez décrié par l'opinion publique, vous serez décrié par la presse et vous-même vous n'allez pas vous sentir dans votre peau. Faites proprement votre travail et le résultat, l'opinion publique est là pour juger et ça s'est fait avec l'observation de tout le monde. Si vous êtes efficace, si vous êtes inefficace, la sanction viendra d'un moment, un moment ou un autre. Cette même opinion publique pense aujourd'hui que la justice ne va pas souvent au bout des choses. On arrête les gens pendant 1 année, 2 ans, après on les relâche, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que répondez-vous à ces accusations? C'est ce qui fait qu'on dit que la justice est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va dire quelque chose sur nous, sur la justice, quoi qu'on fasse. Si vous négligez de faire votre travail correctement, on va vous le reprocher. Si vous le faites de façon intense, on va vous reprocher une sorte de zèle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une juste mesure à observer. Il faut être professionnel. Le respect des délais, il faut être dans les délais raisonnables. Tout ce qui est excessif, tout ce qui est abus doit être banni dans le comportement des acteurs de la justice. Et si vous devez sortir pour répondre aux critiques, aux reproches, il faut sortir pour le faire le moment opportun. Vous voyez? Donc nous sommes dans ce contexte où le Mali Coura exige de nous qu'on soit responsable, tout simplement. Ce qui est au-delà de nos capacités. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais il y a un minimum qui est attendu de nous, que nous allons assumer et faire ce minimum-là avec l'aide de Dieu. Le résultat efficace sera là, au rendez-vous.
Quel est ce message d'assurance que vous avez à l'endroit des citoyens aujourd'hui qui fondent beaucoup d'espoir sur leur justice? Quel est ce message que vous leur adressez? Les reproches qui nous sont faits, ça et là, c'est tout à fait normal parce que les gens ne connaissent pas le contenu des dossiers. C'est nous qui connaissons le contenu des dossiers et nous travaillons en fonction du contenu de ces dossiers, mais conformément à la voie tracée par la loi. Donc nous comprenons les critiques là, les reproches qu'on nous adresse. Mais nous demandons aussi à l'opinion publique de faire preuve d'indulgence à notre endroit. Ce n'est pas facile. Le travail judiciaire n'est pas facile. Ailleurs en Europe, vous pouvez voir un dossier concernant un ancien ministre qui dure 10 ans. Mais pourtant, ils ont tous les moyens pour arriver à leur fin. Mais les impératifs du travail judiciaire, la délicatesse de la recherche de la vérité font que le délai qu'il faut doit être donné à la justice. Si on fait preuve de précipitation, on fait preuve de travail superficiel, le résultat va être faussé. Donc nous demandons à nos concitoyens de nous comprendre, de faire preuve d'esprit de compréhension et d'indulgence à notre égard. Nous ne sommes là, la justice n'est rendue, n'est-ce pas, qu'au profit du peuple malien, au nom du peuple, et donc à son profit. La saine distribution de la justice doit être notre credo. Et c'est à cela que nous sommes engagés, madame. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je vous remercie, madame. Nous sommes donc au terme de cet entretien exclusif sur les différents dossiers traités ici à la Cour suprême. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir à tous.